Le champ d'action de la municipalité est contraint par le cadre de la loi qui ne prévoit pas l'ensemble des pouvoirs de police au maire. Très concrètement, le maire a une responsabilité en matière de tranquillité publique. Il a pour ce faire une police municipale sur laquelle il peut s'appuyer pour faire respecter les arrêtés municipaux que, en tant que maire, je suis amené à prendre. Par contre, la sécurité des biens et des personnes, et bien évidemment c'est un sujet de préoccupation aussi pour le maire, n'est néanmoins pas dans les attributions du maire, il relève de l'État. Et dans nos territoires, c'est la police nationale qui est en charge d'assurer la sécurité des biens et des personnes. L'organisation territoriale veut que ce soit un commissariat, donc un commissaire et ses équipes qui gèrent très directement ces questions-là. Et donc c'est ce rendez-vous particulier que je vous propose ce soir en présence du commissaire divisionnaire de Palaiseau pour revenir d'abord sur ce qu'est l'organisation, la répartition des pouvoirs et des champs d'intervention entre la police municipale et la police nationale, et puis très directement répondre à vos questions parce que c'est l'essence même, c'est l'objectif même de ces Facebook Live, c'est d'avoir ce lien régulier et direct avec vous. Alors avant d'accueillir le commissaire, je voudrais quand même dire quelques mots sur les prérogatives et les pouvoirs qui sont exercés par un maire. Et donc moi, en tant que maire de Chilly-Mazarin, je vous le disais, le maire a un champ de compétences qui est défini par la loi. Le champ de compétences est celui de la tranquillité publique. À Chilly-Mazarin, on a la chance d'avoir une police municipale qui aujourd'hui n'a pas tous les effectifs que l'on voudrait et qui a vocation à se renforcer, à se densifier d'ici cet été. Aujourd'hui, 6 policiers municipaux, 6 ASVP, donc agents de surveillance de la voie publique. Et nous l'espérons, d'ici le mois de juillet, renforcer cette équipe pour avoir un effectif permettant de rétablir la brigade de nuit que nous ne pouvons pas assurer aujourd'hui. À côté de la police municipale, il y a évidemment le champ de la prévention et le champ de la médiation. Ce sont deux champs auxquels je suis très attaché avec mon équipe parce qu'ils sont les piliers sur lesquels repose la politique de tranquillité publique que nous voulons mener à Chilly-Mazarin. Et donc à cet égard, je voudrais saluer bien évidemment ma collègue Béatrice Ricciarelli. Vous la connaissez, elle est très présente dans la ville, elle est également très présente dans toutes les instances de partenariat avec la police nationale pour porter les problématiques de Chilly-Mazarin et trouver concrètement des réponses opérationnelles à cela. Donc Béatrice Ricciarelli a un périmètre d'intervention qui porte sur la tranquillité publique, la prévention, la médiation et la sécurité, avec toutes les limites qu'instaure la loi pour les municipalités. Et puis donc la police municipale, et donc je voudrais également saluer le nouveau chef de la police municipale, Yves Aubrin, qui a rejoint nos équipes et qui vous a été présenté dans le dernier numéro du magazine municipal. Le champ de compétences du maire, c'est du coup des arrêtés municipaux qui portent sur la réglementation du bruit, sur l'interdiction par exemple des barbecues, un arrêté que j'étais amené à prendre, mais aussi la consommation d'alcool sur la voie publique ou encore, depuis qu'il y a la crise sanitaire, la réglementation du port du masque dans l'espace public. Ces arrêtés, ils deviennent des instruments qui donnent lieu à verbalisation, à contravention, et la police nationale comme la police municipale sont en charge de faire respecter ces arrêtés municipaux. Mais vous l'avez bien compris, ce n'est pas encore pleinement le champ de la sécurité des biens et des personnes qui lui relève du commissaire. Et donc, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir le commissaire divisionnaire Thomas Boudot qui nous fait l'amitié de venir très directement répondre à vos questions. Bonsoir Madame le maire, merci de votre invitation. Merci d'être là. En quelques mots, vous voulez bien vous présenter, nous dire… Oui, avec plaisir. Donc, je suis aussi venu d'ailleurs avec mes collaborateurs les plus proches, donc le commissaire Delphine Charlet qui est en charge de l'investigation,
Et sur le secteur de Longjumeau, vous avez donc le commandant Viedrich et son adjoint, le major Hubert, qui s'occupe particulièrement de ce secteur-là. Voilà. Donc, pour me présenter, je suis donc Thomas Boudot, j'ai 49 ans, je suis commissaire divisionnaire. Ça fait 2 ans que je suis sur le poste à Palaiseau, et effectivement, depuis 2 ans, beaucoup de choses se sont passées, puisque nous avons mis en place la sécurité du quotidien, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais aussi donc, cette réforme d'agglomération qui consiste en fait à sectoriser le territoire. Donc vous avez au siège à Palaiseau un commissariat, et vous avez 3 entités de secteur, commissariat de secteur, un à Longjumeau qui couvre Longjumeau et Chilly-Mazarin. Vous avez aussi Massy qui couvre Massy et Vissou. Et puis plus au sud, vous avez donc les Ulysses qui couvrent les 3 communes que sont Orsay-Bure et les Ulysses, bien sûr. Voilà. Et pour ça, vous avez 350 effectifs de police qui œuvrent H24, puisque nous sommes une institution ouverte 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on reçoit du public et on est en action 24 heures sur 24. Et nous avons 2 grandes missions. La voie publique, c'est pour répondre un peu à votre propos liminaire. Effectivement, la voie publique, c'est les policiers qui sont en tenue et qui sont amenés à faire notamment des interpellations quand il le faut, à répondre au 17, à l'appel 17, et on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Et puis vous avez aussi l'aspect investigation, parce que des fois il faut faire des enquêtes sur des thématiques aussi diverses que les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens. Et nous avons donc dans le cadre de cette réforme récupéré l'ensemble des enquêteurs qui se trouvaient dans les secteurs que je vous ai évoqués, afin de grossir en fait des unités d'enquête, avoir notamment une task force qui puisse travailler sur un domaine particulier que sont les violences conjugales, mais bien d'autres sujets, et notamment on y reviendra aussi sur les stupéfiants. D'accord, très bien. Alors peut-être avant de prolonger la discussion, je voudrais en profiter pour rassurer ceux qui nous suivent, pour dire que nous ne portons pas le masque, mais nous avons réalisé et l'un et l'autre des tests, des dépistages Covid, et donc nous sommes tous les 2 négatifs. Voilà, ce sont des tests que nous avons réalisés cet après-midi. Donc merci commissaire d'être là et de clarifier ce qui parfois pour beaucoup de citoyens apparaît pas très clair sur la répartition du champ de compétences entre la police municipale et la police nationale, et donc j'ai envie de vous poser tout de suite cette première question. Quelle est la répartition, quel est le champ d'intervention des 2 polices? Alors vous l'avez déjà dit pour une partie dans votre propos introductif, à savoir qu'effectivement les autorités ne sont pas les mêmes. La police municipale, c'est de votre ressort, effectivement, et nous, on dépend du ministère de l'Intérieur, donc la police régalienne. Voilà. Et donc sur le travail que l'on est amené à faire, il n'est pas si différent que ça quand même, puisqu'au bout du compte, certains de vos arrêtés, on doit aussi les appliquer. Hein. Vous parliez notamment du masque. Donc on est là à vos côtés, donc ça c'est important de le dire. Et puis sur les autres sujets, nous devons être présents, on aura l'occasion de le dire, mais sur tout ce qui concerne les lieux de deal, par exemple, là c'est tout à fait de la compétence de la police nationale. Sur le bruit aussi également, parce que vous avez évoqué le bruit, nous aussi on doit être amenés aussi à intervenir quand des gens sont embêtés parce qu'il y a des barbecues, il y a d'autres choses qui se produisent dans la ville. Donc on est complémentaires quand même sur pas mal de sujets. Voilà. Alors complémentarité, je crois que c'est un maître mot. Hein. On doit aussi dire très clairement aux Chiroquoises et Chiroquois que nous travaillons beaucoup en partenariat ensemble. D'abord, nous avons des temps d'échange réguliers avec vous. Merci encore une fois d'être là, avec vos équipes, avec le commissaire Charlet qui pilote le commissariat, l'activité sur le commissariat de Longjumeau et donc de Chilly-Mazarin, et puis très directement avec le commandant Viedrich, qui est notre interlocuteur de proximité et qui est aussi un partenaire pour ma collègue Béatrice Ricciarelli, puisqu'il se rencontre quasiment une fois par semaine. C'est vraiment la philosophie de la sécurité du quotidien dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à faire travailler tous les partenaires ensemble. On sait très bien et modestement que la police ne peut pas tout, la police nationale ne peut pas tout, et donc effectivement les partenariats que l'on est amené à mettre en œuvre avec la police municipale, qui est notre premier partenaire, clairement, mais avec d'autres partenaires que sont les bailleurs et d'autres associations par exemple, ça peut permettre effectivement dans le cadre de groupes de partenariat opérationnel, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, de travailler sur des sujets particuliers et essayer de trouver des solutions. Alors, dans le partenariat, il y a évidemment la municipalité, la police nationale, la police municipale, mais j'ai envie de dire il y a aussi le citoyen
parce que le citoyen aussi, il a un rôle d'interpellation et pour donner des informations, des indications pour orienter, guider les interventions de la police nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, des informations, en tout cas rassurer pourquoi il faut appeler le 17 quand on est témoin d'une infraction et qu'il faut mobiliser l'intervention de la police? On appelle le 17 parce qu'on a ce rôle citoyen quand même, ça c'est important de le dire. Tout citoyen doit, quand il constate une infraction, bien sûr ne pas forcément se mettre en danger en la stoppant, ça c'est évident, il ne faut pas se mettre en danger, mais par contre il y a la possibilité de faire le 17, et le 17 c'est comme le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Forcément, effectivement, on va vous demander quelques informations. Et les informations qu'on vous demande en priorité, c'est votre numéro de téléphone bien sûr, votre nom, vos coordonnées. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La première des raisons, c'est parce que si on a besoin de vous rappeler pour avoir des précisions, c'est important qu'on puisse pouvoir vous contacter. Et puis la deuxième raison, c'est aussi qu'il arrive parfois, malheureusement, que les appels soient fantaisistes et nous conduisent à un guet-apens. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites le 17, il y a toujours cette nécessité d'obtenir votre identité. Après, cette identité-là, on n'en fait rien de plus, mais ça nous permet de pouvoir vous rappeler, d'avoir un complément. Voilà. Mais donc on est d'accord que la personne qui va appeler le 17 n'a pas à craindre que son identité soit divulguée demain et que les personnes justement dont elle veut dénoncer le comportement puissent la retrouver et donc lui causer des torts. Mais clairement, oui. L'aspect anonyme est tout à fait respecté, bien sûr. On ne va pas dire si on va par exemple sur un tapage parce qu'il y a du bruit à tel endroit, on ne va pas se déplacer en disant voilà, c'est votre voisine du 3e ou voilà, c'est madame un tel ou monsieur un tel qui nous a prévenu. Donc voilà. Non, ça on évite de le faire parce que ça peut effectivement avoir des conséquences regrettables et ce n'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, mais c'est important de le dire parce que nous savons que c'est aussi un frein, un obstacle, hein, même carrément, au dépôt de plainte. Et de fait, lorsque nous, municipalités, qui sommes au contact direct avec les habitants, vous nous saisissez très facilement pour nous dire voilà, il y a tel fait qui s'est produit. Vous déplorez parfois que la police n'ait pas intervenu, sauf qu'elle n'a pas été informée. Moi, j'apprends l'information après coup et lorsque je me retourne vers le commissaire, forcément, on me dit que ce fait n'est pas répertorié et donc forcément, l'action n'a pas été menée non plus. Donc c'est important que chacune et chacun puisse appeler le commissariat. Sachant qu'il y a plusieurs temps. Il y a effectivement l'urgence où j'invite chacune et chacun à faire le 17, ça c'est évident. Mais après, si c'est effectivement des désagréments au quotidien, il y a la possibilité aussi de nous écrire. Hein, on a une boîte mail qui existe. Et puis, effectivement, quand un policier passe, une patrouille passe, vous pouvez discuter avec et puis dire quelle est votre situation, votre problème. Et puis les groupes de partenariat dont on a parlé, qui sont aussi une instance qui permet de discuter. Bon, c'est vrai qu'avec la Covid, on a moins la possibilité de faire des réunions avec les habitants. J'espère que ça va revenir très vite, je le souhaite en tout cas. Mais voilà, ce sont autant d'instances, autant de possibilités de pouvoir un contact avec la population sur des questions qui ne sont pas urgentes, mais qui effectivement peuvent gâcher la vie au quotidien. Parce que l'action de la police, comme de la police municipale, hein, c'est vraiment de travailler à la fois sur l'insécurité, la délinquance en général, mais on prend aussi en compte le sentiment d'insécurité. C'est moins palpable, mais ça existe et ça peut gâcher votre vie au quotidien. Donc on essaie d'être présent sur ces deux aspects-là. Alors justement, pour maximiser les informations à votre disposition et vous permettre d'agir, nous avons mis en place à Chilly-Mazarin le renvoi d'images des caméras de vidéosurveillance auprès du commissariat de Longjumeau. Donc ça y est, c'est enfin établi après plus de 2 ans de panne de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur l'efficacité et peut-être un exemple de ce qu'a pu permettre concrètement le renvoi de ces images? Alors déjà, je voudrais peut-être rassurer vos administrés, parce que ce n'est pas Big Brother, ça c'est évident. Le fait de pouvoir utiliser vos images, du moins avoir accès, ça se fait sous l'aspect d'une convention, donc une convention qui est signée avec vous et le préfet de l'Essonne. Donc c'est quelque chose qui est très regardé et donc ça répond vraiment à des critères particuliers et donc il n'y a aucune crainte à ce que votre vie privée soit affectée par éventuellement donc, une caméra qui regarderait chez vous. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je souhaite dire, c'est que la vidéoprotection, ça a 2 avantages. Clairement,
L'aspect préventif, ça c'est évident. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec ces images-là, qui balaient tel ou tel quartier qu'on aura choisi, on peut faire des patrouilles virtuelles. Voilà, on est au XXIe siècle, il faut être moderne. Et c'est vrai que ça ne remplace pas bien sûr la patrouille physique, hein, la patrouille à pied, la patrouille en véhicule des policiers. Mais par contre, ça multiplie finalement les patrouilles en ayant derrière l'écran un ou deux policiers qui regardent tel ou tel endroit. Et puis après, le deuxième intérêt, c'est effectivement ce que vous évoquiez, c'est l'aspect résolution d'affaires. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que quand un crime ou un délit se commet, ou une contravention, ça nous permet d'avoir des éléments de preuve qui nous permettent d'être proactifs. Et concernant les caméras, en fonction de là où vous les situez, ça nous permet de savoir ce qui se passe et puis avoir une direction de fuite, par exemple, d'un auteur présumé. Et ça arrive souvent. Vous pouvez nous donner un exemple d'un cas concret Sur Saint-Éloi, vous avez une partie qui est quand même vidéo protégée et ça nous permet effectivement de voir ce qui s'y passe en matière de stupéfiants, mais pas que. Et ça, alors vous allez me dire, ça peut faire l'effet plumeau quand les gens savent qu'ils sont vidéo filmés. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi d'avoir une action concrète. Oui, puis on sait que c'est aussi dissuasif. Oui, c'est l'aspect préventif, dissuasif. Oui. Voilà. Nous sommes d'ailleurs en train d'établir un diagnostic, on est en train de finaliser même le diagnostic pour évaluer si l'emplacement aujourd'hui des caméras est le plus pertinent et s'il faut en déplacer quelques-unes ou modifier le champ de vision pour qu'il soit plus ciblé sur les lieux qui aujourd'hui suscitent le plus d'observations, en tout cas de remontées de terrain et de sentiments d'insécurité. Donc nous serons amenés à travailler ensemble. Moi je tiens beaucoup à ce que ce travail de positionnement des caméras il soit mené de concert avec la police nationale et donc Exactement. Nous aurons notamment à nous revoir avec vos équipes. Mais ça, je pense que vous l'avez très bien compris, c'est-à-dire c'est pas le nombre de caméras qui fait finalement la force de votre dispositif, c'est le fait de placer les caméras au bon endroit. Ça, c'est évident. Donc en entrée et sortie de ville, ça c'est évident, et puis dans des endroits où effectivement cela le nécessite. Et donc vous pouvez compter sur nous, on a un bureau prévention et communication au sein de l'AGLO avec un référent sûreté qui est tout à fait apte, et d'ailleurs il est spécialiste là-dedans, de pouvoir vous accompagner dans ces dispositifs-là. D'accord. Alors j'ai une question qui revient, je ne dirais pas régulièrement, mais c'est une des questions qui interroge, c'est celle des cambriolages. Et à la fois alors, les cambriolages dans les domiciles, et puis plus particulièrement les cambriolages par ruse, les vols par ruse. Alors le prochain magazine municipal, les Chiroquois le verront, dans le numéro du mois d'avril, il y a un article qui est consacré justement aux gestes de prudence à avoir pour se prémunir de ces cambrioleurs par ruse qui vont détourner, qui vont utiliser la faiblesse et en particulier des personnes les plus âgées. Vous pouvez nous dire un mot de l'activité des cambriolages sur Chilly-Mazarin ? Oui, alors sur Chilly-Mazarin, d'ailleurs, sur l'ensemble des communes de la circonscription, nous avons quand même un nombre de cambriolages qui est en hausse. Pour 2020, oui, c'est une réalité. Après, nous avons quelques conseils quand même à dispenser aux administrés, à savoir qu'effectivement, la première des choses, c'est quand vous quittez votre domicile, même pour quelques minutes, il faut absolument fermer votre maison. Alors, avant, il y a quelques années, on disait vous n'êtes pas en province, il faut vraiment, voilà. Mais même en province, on ferme sa maison à clé, voilà. Même quelques minutes, ça c'est important de le dire. Il faut mettre des dispositifs qui permettent finalement de retarder l'intrusion dans le domicile. Alors ça peut être une alarme, ça peut être un dispositif avec des volets, des choses qui permettent de faire de sorte que finalement on aura toujours, de toute façon, si le cambrioleur a envie de cambrioler, il ira cambrioler. Mais ce qu'on peut faire nous, c'est le retarder. Et tout ce temps qu'on gagne, à retarder l'intrusion dans les lieux, ça permet à la police d'intervenir. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis après, on a des dispositifs qui existent. C'est concernant... alors c'était au départ en été, mais maintenant c'est développé toute l'année. Vous avez la possibilité d'aller avec Tranquillité Vacances, d'aller au commissariat ou à la police municipale pour vous inscrire. Et quand vous partez, vous donnez vos dates de départ, votre retour, et il y aura des passages réguliers qui seront faits par la police.
On rappellera d'ailleurs ce dispositif à l'approche des beaux jours et je voudrais aussi en profiter pour rappeler que sur Chilly-Mazarin, il y a un collectif de voisins vigilants et bienveillants qui existe. J'en profite pour saluer Gérard Floch. Et donc ce dispositif aussi est là pour accompagner, en tout cas pour pour conseiller les personnes qui sont amenées à aller en vacances, les sensibiliser sur les démarches qu'elles ont à faire et faire le lien aussi avec la police nationale et municipale. Voisins vigilants, participation citoyenne, qu'importe le nom qu'on donne, l'important c'est que les citoyens eux-mêmes prennent en compte aussi leur sécurité. C'est une coproduction de sécurité, comme on dit. Et nous, on est tout à fait à même de les accompagner et de pouvoir, avec eux, construire des partenariats. Ce qui est particulièrement intéressant avec Voisins Vigilants, c'est le réseau d'entraide, de solidarité, de bienveillance qui se développe et finalement de savoir s'échanger les informations sur les départs en vacances des uns et des autres et du coup d'être vigilant quand il y a une activité anormale. Quand on sait que le voisin est parti très loin. Et donc c'est en ça au-delà de ça, ça remet aussi de l'humain là-dedans, puisque ça vous permet de, sans être trop intrusif dans la vie de votre voisin ou de votre voisine, de pouvoir effectivement avoir ce côté humain et puis de relations humaines indispensables pour vivre ensemble. Alors en ce moment, on est évidemment dans un cadre très contraint par les mesures sanitaires avec des dispositions qui s'appliquent à tous et notamment le port du masque obligatoire. J'imagine que ça a une incidence importante sur votre activité, sur les missions, sur le temps que ça laisse disponible aussi pour faire d'autres enquêtes, d'autres investigations. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que à Chilly-Mazarin, j'ai pris un arrêté anti-barbecue et que tout contrevenant s'expose à une pénalité de 135 € quand même. Pour nous, c'est important que et police municipale et police nationale puissent, au constat de ces infractions, verbaliser les intéressés et dissuader de reproduire ce type d'infraction. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire un petit témoignage terrain de ce que a impliqué finalement ce contexte sanitaire pour vous et vos équipes? Je crois qu'il faut rappeler les différentes conférences de presse du gouvernement démontrent bien que la situation est quand même très très compliquée. Et effectivement, il faut que chacun mette du sien. Donc nous, la police, on participe activement, bien sûr, à notre manière et en fonction de nos possibilités, à ce que effectivement ces dispositifs soient respectés. Et concernant, comme vous l'avez dit, que ce soit les rassemblements, festifs ou pas, et aussi également le port du masque, la tolérance, c'est tolérance zéro, parce qu'on ne peut pas se permettre, quand tout le monde a au moins dans son entourage quelqu'un qui a été atteint de Covid, et tout le monde a connaissance d'une personne qui a été atteinte et qui en est décédée. Donc je pense que tout cela doit nous conduire à être très prudents, déjà pour nous-mêmes, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'est fait tester avant de se voir. Mais aussi, au-delà de ça, que les habitants ne le prennent pas que pour une contrainte. Je veux dire, ça permet aussi de sauver des vies. Donc voilà. Donc nous, on est tout à fait dans le dispositif et on verbalise beaucoup de personnes, à la fois pour le non-port du masque et puis le non-respect du couvre-feu aussi. Parce que là, vous savez que c'est 19h. Et ce moment-là, il faut le respecter. Et donc moi, je l'avais annoncé au dernier Facebook Live le 5 mars. La police municipale a intensifié ses contrôles s'agissant du port du masque et un certain nombre de PV ont déjà été dressés contre les contrevenants. Et donc j'invite chacun à respecter scrupuleusement cette règle d'intérêt général qui nous protège tous et pas seulement celui qui le porte. Alors on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Moi je propose qu'on donne la parole maintenant aux Chiroquois. On a déjà des questions qui ont été posées. La première concernant les pétards de feux d'artifice. Est-ce que que pouvez-vous faire, que pensez-vous faire pour limiter les pétards de feux d'artifice? Alors concernant tous ces feux d'artifice, il faut déjà savoir qu'ils sont pour la plupart très dangereux. Les gens ne le savent pas forcément et on a eu pas mal de cas de personnes blessées. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ce n'est pas quelque chose qui se manie facilement et c'est la raison pour laquelle on est aussi très, très attentif à tout ce qui est transport de ce type d'objet. Sachant que le problème de ces pétards, c'est que ça crée des nuisances sonores, certes,
mais aussi certains s'en servent aussi contre les forces de sécurité, police nationale, police municipale, pompiers. Et donc sur cette action-là, qui doit être forte, on est amené à interpeller des individus et à les placer en garde à vue. Donc nous, on intensifie quand on est prévenu, c'est la raison du 17 dont vous parliez tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à nous faire part de cette situation. D'accord, merci. La question suivante, c'est une question un peu générale. On en a déjà un peu parlé, mais peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Sur l'insécurité à Chilly-Mazarin, un internaute nous posait la question, y a-t-il de l'insécurité à Chilly-Mazarin ? Je ne vais pas vous dire non, il y a oui. forcément, enfin il faut être honnête, et vous l'êtes, et je pense que vous ne cachez pas la vérité. Il y a effectivement des difficultés. À l'échelle de votre ville, c'est forcément ce que je disais tout à l'heure, entre l'insécurité et le sentiment d'insécurité, c'est bien réel. Maintenant, effectivement, votre ville n'est pas Chicago, mais quand je dis ça, j'ai rien dit. Mais oui, il y a d'autres communes de l'agglo qui sont plus impactées par la délinquance. Pour autant, nous, on reste vigilants sur ce secteur-là, parce qu'on sait très bien que les choses peuvent très vite dégénérer. Donc on aura l'occasion peut-être de parler de Saint-Éloi, de Charles de Gaulle ou autres. Mais voilà, notre présence, elle est très importante. Oui, la place de la Libération notamment, mais voilà, c'est aussi l'intérêt de la prévention et de la médiation, tout ce qu'on peut faire en amont, justement pour que ces questions de sécurité ne soient pas concrétisées. Voilà, tout à fait. Ce travail Et puis nous aussi, on est aussi dans le champ de la prévention à vos côtés. Vous parliez de diagnostic, on peut parler d'autres instances parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la police d'action qui existe forcément et on est au quotidien là-dessus, mais il y a aussi la police de réflexion. Et la police de réflexion, c'est de pouvoir être à vos côtés et de temps en temps se poser et réfléchir avec les partenaires sur une situation donnée. Et ça nous permet de trouver des solutions à des difficultés qui se trouvent sur votre vie. Et d'ailleurs, puisque dans quelques jours, nous allons voter le budget, j'annonce aux habitants que nous avons inscrit des crédits au budget pour mener un diagnostic sur la sécurité, un état des lieux de la sécurité. Il y a effectivement les chiffres, mais encore une fois, on sait qu'ils ne sont pas exhaustifs, tout le monde ne porte pas plainte, tout n'est pas recensé dans ces chiffres-là. Il y a le sentiment d'insécurité. On a parfois tendance à penser qu'il est exagéré ou qu'il est minimisé. Et donc pour avoir des données objectives, moi je me suis rendu compte avec mon équipe et avec notamment Béatrice Ricciarelli qu'on avait besoin d'avoir des données factuelles et d'avoir une enquête vraiment menée sur le terrain. Et donc à cet égard, on sera aussi amené à travailler ensemble, d'abord pour constituer le diagnostic lui-même et pour en tirer ensuite les pistes d'action à mener. Et c'est aussi là le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qu'on va installer à Chilly-Mazarin, je l'espère, autour de l'été, autour de cette échéance-là. Je poursuis avec les questions des internautes. Une question concernant la priorité à droite qui n'est pas respectée rue Marie Curie. Allez-vous faire quelque chose ? Alors là, c'est une action qui peut être concertée avec la police municipale, d'ailleurs, clairement. Fait, ouais. Mais c'est une action qui peut effectivement être intéressante à conduire. On peut, sur plusieurs jours, il faudrait voir exactement quels sont les créneaux horaires. J'imagine le matin quand les gens partent au travail peut-être. Mais oui, c'est un problème de sécurité routière et c'est tout à fait dans notre domaine de compétences. Donc on va voir un peu avec mes équipes ce qu'on peut mettre en place. En plus des problèmes de vitesse en ville aussi. Donc pour ça, on a des dispositifs, notamment des véhicules, qui peuvent prendre de la vitesse. Donc voilà, on va intensifier dans ce secteur-là. Alors, sur la vitesse, d'abord un mot pour dire qu'on va acquérir des radars pédagogiques parce que c'est important aussi encore une fois, factualiser, objectiver de quoi on parle. Est-ce que c'est le sentiment de vitesse excessive ou est-ce que réellement elle a été excessive? Et du coup, ce sont des données qui vont permettre de prioriser les lieux où il y aura des phases de contrôle. Et puis pour répondre aussi plus précisément aux Chiroquois qui nous interrogeaient sur la rue où le sens interdit n'est pas respecté, il y a aussi un levier sur lequel on travaille, c'est celui de l'aménagement urbain. Il faut aussi qu'on regarde nous en interne, c'est le travail qu'on fait avec les services techniques. Est-ce que la signalétique est placée au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de supprimer des espaces de stationnement pour améliorer la visibilité et éviter que les zones ne deviennent accidentogènes? Donc ça fait aussi partie du panel de la réponse. Exactement. Autre question, à quand le retour de la garde montée?
Alors, la garde-montée, c'est la brigade équestre, j'imagine? Oui, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, la brigade équestre, elle existe, donc ça fait partie des renforts que nous pouvons obtenir au niveau départemental, hein, puisque la brigade équestre est départementale. D'ailleurs, elle est située à Draveil. Hein, et donc, plusieurs fois, on peut, sur votre commune, les avoir pour des patrouilles. En plus, ça s'y prête. Je veux dire, notamment vers le bas de Saint-Éloi, il y a un parc aussi qui est limitrophe à Longjumeau, qui se prête tout à fait à ce type de patrouille. Oui, tout à fait. Et je sais que c'est très apprécié des administrés, parce que déjà, c'est très beau à voir un cheval, et puis ça a quand même un intérêt, parce que on voit un peu plus haut quand on est sur le cheval, et donc on voit plus de choses. Donc je comprends que vous mettrez prochainement à disposition une brigade sur Chilly-Mazarin, et merci d'avance. Je m'y engage. Voilà, merci. On a une question, alors je pense qu'on va pouvoir être très rassurant pour celui qui l'a posée. A-t-on le droit de faire des barbecues dans notre jardin? Et oui, parce que vous êtes dans une propriété privée, mais par contre, il est clair que, comme l'a rappelé le gouvernement, il faut que vous soyez raisonnable sur le nombre de convives. Hein. Bien sûr, vous n'êtes pas astreint forcément à 6 convives parce que vous n'êtes pas sur la voie publique, mais pour autant, vous aurez compris que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la pandémie est toujours là, et donc je pense qu'il faut se préserver soi et puis préserver les gens qu'on aime. Tout à fait, ouais, c'est un devoir citoyen. Alors une autre question. Merci à la police municipale pour son rapprochement avec la population. À quand le retour de la police municipale le soir? Pour le coup, c'est une question qui m'est directement adressée. D'abord, merci de ce compliment et de signifier que effectivement, excusez-moi, la police municipale est visible et efficace sur le terrain. À quand la présence de la police municipale le soir? C'est ce que je vous disais, en fonction de l'évolution des effectifs, et c'est ce que nous voulons atteindre pour les beaux jours, pour l'été. Enfin, pour les beaux jours, ils arrivent, ils sont déjà quasiment là, mais plutôt pour l'été, nous avons l'objectif de mettre en place cette brigade de nuit. Il nous faut des effectifs suffisants pour organiser des brigades et des rotations, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une brigade de nuit et du coup de dépouiller les effectifs en journée. Voilà, donc nous avons bon espoir de pouvoir y parvenir autour du mois de juillet. Et concernant les effectifs, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, Madame le maire, mais donc vous avez concrètement, pour que vos administrés le comprennent, vous avez concrètement H24, vous avez au minimum 2 patrouilles de voie publique sur les secteurs, donc de Longjumeau et de Chilly-Mazarin. À cela s'ajoute en fait ce qu'on appelle des unités d'appui. Donc la brigade anticriminalité, ça parle souvent aux gens, c'est des policiers en civil, en véhicule banalisé. Donc ça, c'est pour la recherche de l'anticriminalité. Vous avez le groupe de sécurité de proximité, ça ce sont aussi encore des policiers en tenue qui viennent en renfort. Et en plus, souvent, on peut avoir le renfort départementaux. Donc les renforts départementaux, c'est la brigade équestre dont vous avez parlé, que je me suis engagé à faire venir plus souvent chez vous. Et on a d'autres équipages aussi qui peuvent intervenir, des motards notamment. Donc voilà, ça fait pas mal d'effectifs qui peuvent être présents sur votre commune, bien sûr, sur H24. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu de monde un peu à chaque heure de la journée. Voilà, mais comme vous l'avez dit, donc la police d'agglomération n'a pas supprimé la présence de ces 2 brigades de terrain qui sont rattachées au commissariat de Longjumeau et qui, elles, sont bien territorialisées sur Longjumeau et Chilly-Mazarin et pas mutualisées avec l'ensemble de la communauté d'agglomération. Exactement, ouais, voilà. C'est exactement ça mon propos. Et voilà, c'est la sectorisation. Il faut absolument, c'est pour ça qu'on a des responsables officiers et majors à la tête du commissariat de secteur, parce que précisément, voilà, il faut qu'on connaisse parfaitement le territoire, et il faut que les policiers le connaissent également. Donc on met des policiers qui sont du coin et qui partent du commissariat de secteur pour faire leur patrouille. Alors, je crois qu'on peut se le dire aussi, enfin, vous ne le direz pas, mais moi je peux le dire, en tout cas, je pense qu'il manque encore, malgré tous les efforts qui sont faits, des effectifs de police sur le terrain. Ça fait partie des revendications que je porte avec d'autres maires d'ailleurs, que le ministère de l'Intérieur mobilise davantage de crédits pour recruter des policiers et pour former les policiers. La réponse, elle vient d'abord et avant tout par plus d'effectifs humains. Aujourd'hui, voilà, la mutualisation permet d'avoir des opérations coup de poing plus efficaces. Exactement. Ici et là, mais
Et c'est tout le sens aussi des questions qui nous sont posées. Nous sommes tous très attachés à la police nationale. Finalement, ces demandes, c'est parce qu'on aime la police nationale et si on l'aime, on voudrait qu'elle soit davantage dotée en moyens et notamment en moyens humains parce que c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes sur le terrain, la police. Oui, alors c'est vrai que l'arrivée des effectifs, c'est pas forcément évident, hein. C'est vrai que l'année dernière, le département de l'Essonne, pour la partie sécurité publique, a reçu plus d'une centaine de renforts, donc ce qui était énorme, dispatchés après dans les différentes agglomérations et circonscriptions. Mais c'est vrai que depuis 2015, il faut se dire les choses aussi, avec la menace terroriste, avec le terrorisme en 2015, qui n'a jamais cessé finalement, puisque chaque année, malheureusement, égrène ce nombre d'attentats et de victimes. Voilà, il y a aussi des priorités qui ont été données à d'autres services, ce qui est tout à fait logique, notamment les services de renseignement. Pour autant, voilà, la sécurité publique reste quand même la plus grosse pourvoyeuse d'effectifs pour que le terrain soit occupé. Voilà, occuper le terrain. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. La présence de la police, elle est aussi dissuasive. Voilà, l'objectif, c'est pas forcément d'interpeller parce que ça voudrait dire qu'il y a eu commission de l'infraction. C'est surtout d'empêcher la commission de l'infraction. Et c'est bien la présence et l'îlotage des policiers nationaux comme municipaux. Je reviens aux questions des habitants. Une question concernant les violences conjugales ou intrafamiliales. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des actions qui sont menées ? Oui, bien sûr. Alors, sur cette question-là, qui est une question prioritaire, hein, les violences conjugales, donc depuis le Grenelle, qui a eu lieu il y a un an déjà, on a donc sensibilisé les effectifs de police, formé les effectifs de police au recueil de la parole. Alors, vous avez bien sûr une unité au sein de l'agglomération, au sein du service investigation qui est spécialisé, avec des enquêteurs qui ont suivi les formations ad hoc. Donc c'est quand même une formation, il y a plusieurs modules, hein, audition du mineur, audition des parents, cour d'assises et compagnie. Et on a au sein de l'agglomération, au siège à Palaiseau, une psychologue aide aux victimes. Voilà, qui est spécialisée là-dedans. Donc elle travaille à la fois sur Palaiseau, mais elle se déplace aussi sur les différents territoires, secteurs, commissariats. Donc elle fait aussi des permanences avec d'autres associations comme Parole de Femmes ou Mediavip sur le commissariat de Longjumeau. Parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est quand même aussi la sectorisation, c'est que les gens qui habitent chez vous ou à Longjumeau ne soient pas obligés de se déplacer à Palaiseau pour avoir cette offre de service. Voilà, donc on a sur cette thématique-là, et puis le parquet aussi est très, très présent sur ces procédures-là, parce qu'on sait très bien que ça peut mal se terminer. C'est notre priorité, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la task force qu'on a mis en place. On a créé une task force qui est éphémère, certes, mais pour traiter à un temps donné des dossiers de personnes victimes de violences conjugales, intrafamiliales. Alors on a eu l'occasion nous de communiquer à ce sujet au travers du magazine municipal et je viendrai vers vous, je me tournerai vers vous et vos services pour que nous puissions avoir plus de prévention, expliquer les outils qui sont à la disposition, ce qu'on peut activer et pour libérer la parole et puis surtout faire sortir de l'isolement la victime qui parfois ne sait pas comment faire pour faire cesser cette situation. Tout à fait. Donc, sensibilisation, pédagogie, c'est forcément les maîtres mots aussi pour lutter contre ce fléau. Autre question, et ça on l'attendait, vous l'avez aussi un peu évoqué tout à l'heure à demi-mot, c'est la question des rassemblements dans certains lieux de la ville et en particulier au niveau du parking de la place du marché. Donc l'internaute nous dit les gens ne comprennent pas la présence de ces groupes, l'esplanade est devenue un lieu de regroupement et de voitures volées. Alors c'est effectivement un lieu dont on parle, dont on est amené à parler en direct et puis avec vos équipes et c'est aussi un des lieux qui fait l'objet d'un groupe opérationnel de proximité, de partenariat. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus de sur le sujet, effectivement, il ne faut pas avoir un regroupement, il ne faut pas en avoir peur non plus, il faut quand même raison garder. Et je sais que là, on est plus peut-être dans le sentiment d'insécurité. Pour autant, sur la question des véhicules volés, oui, je ne vous cache pas que sur le secteur de Chilly-Mazarin, on a soit des véhicules qui sont volés, ou soit des véhicules qui sont volés ailleurs et qui sont déposés sur le territoire. Donc à chaque fois, il faut ne pas hésiter à nous contacter. Nous, on fera la démarche de savoir si effectivement le véhicule est volé ou pas, et on prendra les mesures adéquates.
Voilà. Donc, plutôt que de laisser la situation pourrir, finalement, au bout du compte, s'il y a des véhicules qui semblent voler, il ne faut pas hésiter à nous prévenir. S'agissant, toujours dans les questions des véhicules, une question est posée sur les vols de voitures et de scooters. Est-ce que c'est de pire en pire? Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'évolution de ce type de cambriolage? C'est ce que je vous disais sur les agrégats de la délinquance pour votre commune. Vous êtes plutôt en baisse entre 2019 et 2020, mais toujours avec l'idée et la réserve que j'émets sur le fait qu'on a quand même une grosse période qui a été une période de confinement, je pense notamment à partir de mars. Donc là, on a quand même une délinquance numériquement moins importante. Oui, mais voilà, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément représentatif voilà, d'une tendance à long Exactement. terme, on l'espère, mais voilà. elle n'est pas forcément significative d'une tendance à long terme. Une personne qui nous dit « Je viens d'arriver à Chilly, je me sens plutôt en sécurité. Quelles actions en termes de prévention sont mises en place ?» Alors là, pour le coup, on est typiquement dans le champ du partenariat que nous menons ensemble. Exactement. Voilà. Donc ce sont toutes les opérations conjointes que l'on mène et puis celles que mène très directement aussi la police municipale ou notre pôle de médiation et de prévention que nous mettons en place à Chilly-Mazarin. Donc j'en profite pour répondre sur une partie de la question avant de vous passer la parole. La prévention, ça commence dès le plus jeune âge. Et moi, je crois que plus on se rendra dans les écoles, au collège et au lycée, parce que même si le lycée n'est pas sur le territoire de Chilly-Mazarin, il est quand même le lycée de nos jeunes Chiroquois. À chaque fois qu'on va dans ces lieux-là et qu'ont lieu des séances de pédagogie, de sensibilisation sur les règles du vivre ensemble, les rappels des lois de la République, le commun qui nous unit et qui fait que nous vivons bien tous ensemble. À chaque fois que nous faisons ces actions-là, nous misons sur l'avenir, nous investissons pour l'avenir. Donc la prévention, elle est menée à la fois par la police municipale. La police municipale, c'est aussi une police de la prévention. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là et c'est vraiment la feuille de route qui a été donnée au chef de police municipale quand il a rejoint Chilly-Mazarin. Mais c'est aussi le club de prévention, Alliance Prévention. On est sur un territoire où il y a un club de prévention qui est en partenariat, qui agit aussi sur le territoire de Longjumeau et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que nos jeunes se rencontrent au lycée à Longjumeau et puis parfois se rivalisent entre eux et c'est bien que le club de prévention, c'est-à-dire les éducateurs de rue qui agissent sur Chilly sont aussi ceux qui interviennent sur le territoire de Longjumeau. Donc la prévention, c'est aussi le club de prévention et c'est bien entendu les médiateurs de rue, les médiateurs urbains que la ville de Chilly-Mazarin est en train de recruter, est en train de renforcer parce que plus nous serons au contact des jeunes et des moins jeunes, parce que la prévention, c'est aussi aller au contact des commerçants, mais aussi des bailleurs, des gardiens d'immeubles. Ils sont aussi des sources d'informations pour nous aider à agir le plus en amont possible, ou à défaut, d'avoir les informations qui vont bien pour pouvoir calibrer la réponse policière. Vous avez tout à fait raison sur la question. Vous parliez des lycées, des établissements scolaires, il y a un travail important à faire, donc vous le conduisez, c'est très bien. Nous, on est là aussi pour vous appuyer, puisqu'on a un bureau prévention et communication avec des effectifs qui, effectivement, font des séances dans les écoles sur des thématiques aussi diverses que Internet, par exemple, les risques d'Internet, et effectivement sur la question des RICS, puisque finalement, c'est un sujet qui est important aussi, qui est même prégnant entre vos deux communes que sont Chilly et Mazarin, où régulièrement, et notamment au moment de la foire d'automne, des jeunes, pour des raisons futiles, parfois souvent d'ailleurs, forcément futiles, se battent entre eux. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, nous on va intensifier sur ces deux communes notre action, parce qu'on s'aperçoit que des jeunes se frappent inutilement et ça peut avoir des conséquences très graves. L'actualité récente dans l'Essonne le rappelle. Donc sur cette thématique-là, on est présent et de plus en plus présent, puisque c'est un peu aussi ce que demandent nos autorités. Mais pour répondre un peu à la question d'internaute qui vient juste d'arriver, donc moi sur la question de la sécurité, ce qui est mis en place, je trouve qu'en peu de temps, depuis quelques mois, depuis que vous avez pris la mairie, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, c'est vrai, et qui nous aident, nous, police nationale aussi également. C'est effectivement l'augmentation de la police municipale, ça c'est important. Et en plus, une police municipale qui pourrait déborder un peu sur la nuit, ça c'est quelque chose d'important. Les médiateurs, ça aussi c'est quelque chose de très important, parce que souvent on ne comprend pas pourquoi il y a des RICS,
Et des fois, les médiateurs, l'adulte est là aussi sur le terrain pour pouvoir discuter avec les jeunes et essayer de faire de sorte que les rivalités s'estompent. Donc ça, c'est très important. Et la vidéoprotection, le fait qu'on ait pu effectivement signer cette convention sur le déport des images au commissariat, ça a aussi cet intérêt-là. Donc tout ça conjugué, tout ça cumulé participe à cette coproduction de sécurité dont on a parlé, et c'est au bénéfice de vos administrés. Donc ça, c'est vraiment un plus, vraiment. Je poursuis avec les questions des internautes. Après la place de la Libération, la question du mur au niveau du G20 qui est tagué, nettoyé, retagué. Que comptez-vous faire pour éviter ces tags? Alors, nous le savons, hein, c'est un lieu de rassemblement, un lieu qui fait l'objet d'une attention particulière de la police municipale et nationale, parce que comme je vous le disais, sécurité des biens et des personnes, c'est la police nationale, avec sa force de frappe en soirée et sa présence s'est tournée de nuit. Effectivement, il y a eu des tags récemment qui ont été installés, qui ont été inscrits et qui ont été retirés. Le principe, c'est évidemment de ne jamais laisser ces tags. J'y vois le signe d'une activité qui gêne. Clairement. Je suis obligé de faire cette analyse-là. Et donc, je constate que ce que nous faisons, finalement, est utile. Et donc, nous allons continuer. Nous allons continuer et nous allons amplifier. Enfin, moi, je vous propose et je vous demande, commissaire, que nous amplifions les actions que côté ville, médiation également et police nationale, nous menons pour continuer à gêner ceux qui voudraient occuper ce terrain et le garder que pour eux. Exactement, non, vous avez tout dit. C'est vrai que sur ces questions-là qui peuvent paraître anodines de tag, il y a des désagréments derrière, donc pour les habitants, pour tout le monde, donc, et puis des regroupements qui sont parfois plus ou moins hostiles. Hein, quand vous passez à côté, vous êtes bousculé, on vous parle mal, vous êtes invectivé. Et donc, ça fait partie du sentiment d'insécurité, mais c'est aussi de l'insécurité tout court. Donc, il faut être assez proactif là-dessus. Et justement, on parlait de la coproduction de sécurité. Dans la coproduction de sécurité, et typiquement à cet endroit-là, il y a aussi le rôle du bailleur. Je crois qu'on peut dire que nous avons des réunions ensemble, vous, la municipalité et le bailleur Immobilière 3F, pour mener chacun dans son champ d'intervention les actions les plus efficaces possibles pour gêner ce qui trouble l'ordre public, et puis pour faire que dans ce quartier-là et dans cette résidence en particulier, chacun se sente bien, voilà, se sente en sécurité et puisse vivre de la manière la plus libre possible, comme c'est son droit, voilà, parce que c'est le premier des droits quand même de vivre en sécurité. Et pour ça, pardon de vous couper, mais pour ça, concernant les bailleurs, c'est par exemple notamment sur la résidence Saint-Éloi, pour ne pas la citer, mais on est là aussi, nous, policiers, pour accompagner, aider le bailleur à trouver des solutions pour que le calme puisse revenir à tel endroit du bâtiment. Donc on a des propositions, effectivement, après il faut les mettre en pratique, mais notamment sur les cages d'escalier, sur tout ce qui est hall entrant, sortant, tout ça, il y a des choses à mettre en place pour la sécurité bâtimentaire. On a aussi des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui apportent des conseils régulièrement aux bailleurs. Alors, je crois qu'on peut dire aussi que dans la dernière réunion que nous avons eue avec ce bailleur, Immobilière 3F, et puis éclairé par les conseils que vous avez pu donner, il y a un programme de travaux qui est en train d'être finalisé et qui doit être lancé avant l'été. Je ne veux pas l'annoncer avant le bailleur lui-même, j'estime que c'est à lui de faire d'abord cette information, cette communication auprès des locataires, mais nous serons conduits à en reparler, y compris dans un cadre aussi, nous trois, représentant chacun nos fonctions, avec les habitants, j'espère, si la situation sanitaire le permet, au beau jour, pour décliner ce plan qui comprend aussi ce volet bâtimentaire qui est essentiel. Oui, parce que l'action des bailleurs, vous comme nous, donc mairie comme police,
on a quand même notre mot à dire, parce qu'effectivement, à partir du moment où la tranquillité des habitants n'est pas assurée, c'est quand même le rôle du bailleur que de l'assurer, cette tranquillité. Donc on peut apporter notre pierre à l'édifice. Alors on va aller un peu vite parce que le temps passe. Je sais qu'il y a un match de rugby, je crois, tout à l'heure, France-Galles, et des fans d'une certaine émission de grande audience, d'une grande chaîne de télévision. Que comptez-vous faire contre les dépôts sauvages autour de la RD 118 ou chemin des Édouées? Alors je vais y répondre parce que là on est typiquement dans le champ de compétences de la mairie et de la police municipale. Alors la question comporte déjà la réponse. Il s'agit d'une route départementale. Et sur la route départementale, c'est le conseil départemental qui est compétent. Alors il se trouve en plus que sur cette route départementale, il y a une partie, le chemin des Édouées, qui est sur Chilly-Mazarin, et une autre partie qui est sur Morangis et sur Vissou. Donc nous avons les 3 communes, nous nous sommes rassemblés avec le conseil départemental justement pour répartir le travail des uns et des autres. Concernant Chilly-Mazarin, régulièrement, les services techniques procèdent à des enlèvements par ailleurs qui sont coûteux, des enlèvements parce qu'on paye. Pourquoi? Parce qu'il y a des artisans qui ont fait le choix de ne pas payer le traitement de leurs déchets de chantier et de les déposer sur la voie publique. C'est tout simplement des infractions, c'est des comportements qui ne sont pas admissibles. Et d'ailleurs, la commune va implanter une caméra à cet endroit-là, de sorte à pouvoir verbaliser les véhicules contrevenants et qui continuent à salir nos espaces communs. Parce que je le dis, je le répète, les espaces publics, ce sont nos espaces communs, ils nous appartiennent à tous et donc ils doivent rester propres. Voilà, donc je me permets de répondre directement parce qu'on est typiquement dans le champ de la commune. Que faites-vous, je poursuis les questions, que faites-vous pour le stationnement bande jaune rue d'Atis? Alors récemment, j'ai notamment rencontré des riverains qui m'ont interpellé à ce sujet et la police municipale a été sensibilisée. Elle effectue plus de rondes sur ce secteur-là. Alors je le disais en introduction, même si les effectifs, on espère bien les renforcer d'ici l'été, et même quand ils seront renforcés, ils ne seront jamais simultanément présents en même temps dans toutes les rues de la ville. Néanmoins, en fonction des remontées que vous me faites, soyez rassurés sur le fait que la police municipale se déplace et verbalise. Vous ne le voyez pas tout le temps, par contre, tous les soirs, je lis avec beaucoup d'attention le rapport que me fait le chef de la police municipale et je peux vous assurer que les contraventions pour non-respect du stationnement comme pour non-port de masques sont en augmentation sur la commune et qu'ils ont vocation à dissuader ce type de comportement. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous le remonter. En journée, vous pouvez appeler directement la police municipale et en tous les cas, à chaque fois que vous nous le faites, vous nous le signalez, soyez rassurés sur le fait que effectivement les déplacements de la police municipale se font et les verbalisations ont lieu également. Autre question, Madame la maire, pourrions-nous avoir la police municipale aux réunions de syndic pour sensibiliser les habitants au dépôt d'ordures? Alors, le dépôt d'ordures est réglementé, en fait il y a un règlement de la collecte des déchets. La copropriété est sous un régime de droit privé, j'ai envie de dire, puisque ce sont les règles que se fixe la copropriété qui régissent les droits et devoirs des propriétaires. Et donc le règlement dit bien, normalement, où et quand et quel type de déchets doit être déposé. Nous avons une ambassadrice du tri qui est une agent de la communauté Paris-Saclay, puisque la collecte des déchets est une compétence exercée par la communauté d'agglomération. Et donc je propose à l'intéressé que nous voyons avec la communauté d'agglomération pour faire intervenir l'ambassadrice du tri pour rappeler ces règles-là et au besoin, si possible, effectivement, la police municipale pourra assister et sensibiliser les copropriétaires aux règles de collecte et de dépôt des déchets. Que faites-vous contre le squat des pavillons inhabités rue des Roses et contre les cambriolages dans cette rue? Alors c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Hein. Ça répond aussi un peu à tout ce qu'on met en place contre les cambriolages parce qu'effectivement,
une maison qui est squattée par des individus, on peut imaginer que ces derniers peuvent commettre des exactions, des infractions, des cambriolages dans le secteur. Ça, on en a conscience. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on liste sur l'ensemble des communes de la circonscription d'agglomération, comme c'est fait d'ailleurs sur tout le département, zone police et gendarmerie, ces habitations qui sont inoccupées de façon ponctuelle, ça peut être des résidences secondaires ou qui ne sont pas du tout habitées, afin qu'on puisse mettre en place les nouvelles dispositions issues de la loi de 2020. À savoir, en décembre 2020, on a retourné en fait la loi DALO de 2007 et qui permet finalement au préfet d'avoir une possibilité d'éviction administrative des individus qui se retrouveraient à l'intérieur, afin de pouvoir récupérer le logement. Parce que souvent, on s'est aperçu que ces maisons inhabitées étaient la propriété de personnes qui se trouvaient des fois en EHPAD et donc qui se retrouvaient finalement sans la possibilité de revendre leur maison parce qu'il y a des gens qui habitent à l'intérieur et c'est difficile de les émincer. Donc depuis décembre 2020, on a cette procédure accélérée qui peut être mise en place. Donc il y a des critères à respecter bien sûr, notamment le fait que la maison ait été habitée au moins quelques semaines ou quelques jours dans l'année, que la personne dépose plainte bien sûr et que le titre de propriété soit présenté. Et à partir de là, mes services ont une action pour évincer les individus après que le préfet ait pris un arrêté. Alors je crois qu'on peut dire aussi qu'il arrive parfois que ces pavillons squattés sont des pavillons qui font l'objet d'une succession en cours de traitement. Que très compliqué des fois. Voilà, les héritiers parfois ne sont pas dans la ville, voire pas du tout dans la région Île-de-France, qui ne sont pas forcément bien entendus sur qui récupère quoi et ça complexifie évidemment toute la procédure. En tout cas, je peux dire que nous, communes, nous regardons avec nos fichiers, les registres et le cadastre pour identifier les propriétaires et parfois les démarches sont plus longues parce qu'il faut passer par l'office notarial qui est en train de régler la succession, mais voilà, vous avez aussi apporté des éléments de réponse. On parlait des cambriolages et tout à l'heure vous aviez évoqué aussi des vols fausse qualité. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait c'est le fait pour des individus de venir à votre domicile et de se faire passer pour des faux agents des agents des eaux ou autres faux policiers. Et généralement les personnes âgées se laissent berner malheureusement, et ça c'est quelque chose qui peut arriver. Donc moi le seul conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est que de toute façon quand des agents des eaux viennent chez vous, normalement vous devez être informé, ils ont une carte. Quand c'est un recensement, normalement ils doivent avoir aussi un titre de la mairie. Et puis quand c'est des policiers aussi également, ils doivent vous présenter une carte de police. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas certaine ou certain, vous fermez votre porte et vous faites le 17 et on viendra nous-mêmes s'assurer que ces personnes-là ont effectivement cette carte et sont tout à fait à même d'exercer leur métier. Donc l'heure tourne et on en vient finalement aux deux dernières questions. On va essayer d'y répondre de manière plus concise. Pensez-vous normal que mon fils se soit fait agresser devant l'entrée de la cité administrative en pleine journée? Il y a 1 an, j'ai déposé plainte et je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, à la question, bien sûr, c'est non. Le fait que votre enfant se soit fait agresser, c'est inadmissible. Par contre, sur la réponse, ce que je vous propose, c'est effectivement de ressaisir soit le commissariat de secteur de Longjumeau, ou soit moi-même donc à Palaiseau, écrire une lettre avec les références et on regardera de plus près et on vous apportera une réponse quoi qu'il en soit. D'accord. Et puis enfin, la toute dernière question. Je vous la laisse. Ouais. Quand allez-vous agir sur les personnes qui ne ramassent pas les crottes de chiens et celles qui sont garées sur les trottoirs? Alors celles qui sont garées sur les trottoirs, je crois que j'ai répondu tout à l'heure en précisant les missions de la police municipale et voilà, précisément le fait que systématiquement, à chaque fois qu'un courrier, un mail d'un habitant me remonte une situation sur une rue en particulier, la police municipale intensifie ses rondes, intensifie ses contrôles et verbalise à chaque fois qu'il le faut. S'agissant des crottes de chiens, alors je dois vous dire que j'attendais pas cette question pour le commissaire, mais j'imagine qu'elle m'est adressée. C'est une compétence municipale, je vous rassure. J'imagine qu'elle m'est adressée. Donc, les crottes de chiens, c'est un vrai problème de civisme, c'est un vrai sujet de civisme. La ville a implanté
des sacs, des dispositifs avec des sacs qui permettent à chaque propriétaire de chien de pouvoir ramasser et jeter à la poubelle les déchets, les déjections canines. Je trouve assez contrariant, très contrariant que tous les habitants ne se soumettent pas à cette règle-là. Après tout, Chilly-Mazarin n'est pas non plus une dérogation à la règle. Hein. Partout en France et ailleurs, il y a ce type de comportement qui manque de civisme. Chilly-Mazarin, enfin, je l'avais annoncé à l'automne dernier, dans le cadre du plan propreté, nous avons décidé de mettre en place une brigade verte, et donc une police de l'environnement qui va contrôler et verbaliser ce type de comportement. J'en appelle vraiment au civisme de chacun parce que je trouve dommage que la police municipale ou que la brigade verte demain en soit réduite à procéder à ce type de verbalisation. Ce serait quand même bien de respecter les règles qui ne sont pas difficiles puisque un peu partout dans la ville, on est à portée de main d'un dispositif avec des sacs de déjection canine. Mais oui, ce seront des motifs de verbalisation une fois la brigade verte installée. Et contrairement à ce qu'on croit, ça ne porte pas bonheur. Comment ? Et contrairement à ce qu'on croit, ça ne porte pas bonheur de marcher dessus. Non, ça ne porte pas bonheur. Non, ça ne porte pas bonheur. Donc il ne faut pas semer les déjections canines sur les rues et les trottoirs surtout. Je vois qu'il y a une toute dernière question de dernière minute. Moi, je voudrais quand même y répondre très rapidement avec vous, Monsieur le Commissaire, puisqu'elle est aussi un des sujets qui est pas mal revenu dans tous les Facebook Live qu'on a eus. Elle concerne les camps roms. Donc un internaute qui nous pose la question sur les mesures qui sont prises et quid des déchets. Donc moi je l'ai rappelé à plusieurs reprises, il y a 3 campements roms qui étaient installés. Moi quand j'ai pris mes fonctions avec l'équipe municipale, la première chose que nous avons fait, ça a été d'essayer de déterminer qui est propriétaire. Nous avons identifié les propriétaires et aucun de ces terrains n'est propriété communale. Donc les propriétaires sont le département, Aéroport de Paris et la DIRIF, donc la Direction interdépartementale des routes d'Île-de-France. C'est assez logique, on est dans une route qui est traversée par l'autoroute et donc il y a des délaissés autoroutiers, c'est des bandes de terrain qui appartiennent à l'État, au domaine public de l'État. J'ai saisi les propriétaires pour leur demander de mettre en œuvre les procédures. Ces procédures sont arrivées à terme, les jugements sont intervenus. Pour un des 3 campements, l'ordonnance de jugement a pu être exécutée dans les délais raisonnables, j'ai envie de dire, puisque au mois de janvier, je crois, avec le concours de la force publique, qui n'a pas eu finalement à intervenir puisque les intéressés étaient partis d'eux-mêmes, avec la production du jugement et le déplacement préventif de l'huissier de l'huissier mandaté par le propriétaire du terrain, bien sûr, accompagné de la police nationale, qui venait leur rappeler que ce jugement allait rentrer en application. Donc les intéressés se sont déplacés d'eux-mêmes et ce site a été sécurisé. Restent 2 autres squats présents sur la ville. Donc effectivement, les jugements ont été rendus. Les dispositions sont en train d'être préparées de sorte à assurer et la propreté et la sécurisation des sites parce que ce sera fondamental que aussitôt évacuer ces campements, ils soient sécurisés, auquel cas nous prenons le risque qu'ils soient à nouveau l'objet de squats. Donc ces démantèlements de campements devront intervenir avant l'été, une fois la trêve hivernale arrivée à terme, puisqu'elle a été prolongée avec l'état d'urgence sanitaire. Et puis pour les déchets, vous l'avez vu, nous avons mis en place des containers, une sensibilisation a été faite auprès des intéressés eux-mêmes pour leur demander de mettre les déchets dans les containers. Les services communaux vident régulièrement ces containers et donc voilà, nous sommes dans l'attente de l'exécution de cette décision de justice puisqu'elle a été prise, la justice a été rendue de ce point de vue. Voilà, donc je pense qu'on a brossé un large panel de questions. Vous avez été très curieux et c'est normal. Et vous êtes livré à cet exercice en confiance, en transparence, en disant voilà, l'état des forces et l'état des interventions de vos équipes.
Un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Voilà. Un grand merci à vous. Je pense qu'on vous réinvitera. Alors peut-être pas dans cette forme-là. J'espère qu'on retrouvera nos réunions en présentiel. J'espère bien, oui. Tout le long, quand même, ça nous a manqué de ne pas voir les visages des habitants. Mais voilà, au moins, ça nous a permis d'avoir cet échange très direct avec les Chiroquois. Merci à tous. Merci très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.